Retour à Tunis, dans les studios de la télévision nationale tunisienne. 2 ans après la chute de Ben Ali, quel bilan pour les islamistes et leurs alliés au pouvoir? Les libertés sont-elles menacées? Eh bien, on en parle dans la deuxième partie de ce débat. On en parle avec vous, Merzia El Abidi, vice-présidente de l'Assemblée nationale constituante, avec Khalil Essaouia, ministre des Affaires sociales, membre du parti Etakaktol, Rafa Ben Achour, ancien ministre du gouvernement de transition de Béji Caïb Essebsi, membre aujourd'hui du parti Nida Tounes, parti d'opposition, et avec vous, Habib Kassaglilil, où vous êtes le doyen de la faculté de la Manouba. On va commencer tout de suite avec vous, Habib Kassaglilil. Vous vous battez depuis plusieurs mois maintenant pour que le niqab ne rentre pas dans votre université. Vous avez été poursuivi par la justice pour avoir soi-disant giflé une jeune étudiante qui portait le niqab. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous vivez aujourd'hui dans votre université? En fait, pour préciser un peu, donc le niqab en France ou bien le burqa en Belgique, c'est-à-dire qu'il y a eu des lois l'interdisant, aussi bien dans la rue ou bien... Mais donc ce n'est pas l'objet. Donc pour ma faculté, pour des raisons d'exigence académique, nous avons jugé qu'il est impossible de pouvoir transmettre le savoir si quelqu'un se présente en cours avec quelque chose qui empêche cette transmission, cette interaction entre le professeur et ses étudiants. Donc, ce que nous avons demandé tout bonnement, donc si vous pouvez venir à la faculté, vous allez trouver des filles avec niqab, donc c'est-à-dire dans la cour, ou bien dans les couloirs, ou bien dans la bibliothèque. Ce que nous avons exigé et sur lequel nous tenons jusqu'à maintenant, c'est que lors des cours, lors des examens, ou bien dans une soutenance de thèse, c'est-à-dire qu'il y ait un débat à visage découvert. Ce qui s'est passé, c'est des pressions de groupes extérieurs à la faculté, avec de petits groupes bien sûr à l'intérieur, qui ont voulu faire la pression. Ils ont profité, et ce n'est pas un hasard que c'est 2 jours après les élections du 23 octobre, que ces groupes ont commencé à agir. Donc ça, c'est le problème. Dans toutes les sociétés, il y a toujours des extrémistes qui n'acceptent pas. Mais ce qui a caractérisé la situation, c'est qu'il y avait une certaine complaisance de certains partis au pouvoir. Je ne parle pas de Takatol, puisque... Non, mais vous parlez de Merzia El Abidi du parti Ennahda. Je ne parle pas de Takatol parce que Khalil Essaouia était venu à la faculté donc, avant qu'il ne soit ministre, donc c'est un compagnon de combat à l'UJTT, c'est un syndicaliste. Également, le CPR aussi, elle était... Du parti du président Marzouki. Hein, disons, il a changé donc, plusieurs fois, mais en tout cas, grosso modo, il y a eu complicité, complaisance de la principale composante du pouvoir, qui est Ennahda, et notre ministre, en particulier, je ne veux pas parler de Ennahda, de notre ministre de l'enseignement supérieur. Donc là, la complaisance, deuxième phase, c'est la complaisance, et troisième phase, c'est cette tendance à vouloir, comme du temps de Ben Ali, à vouloir instrumentaliser la justice lorsqu'il y a un problème avec quelqu'un de la société civile, qu'il soit professeur, qu'il soit... Mais je dois rappeler que dans l'histoire de la Tunisie, et je peux me tromper, mais il n'y a jamais eu un doyen qui a comparu devant la justice. Et ça, malheureusement, c'est le bilan que nous faisons aujourd'hui, parce que le verdict, ça fait 6 mois que je suis poursuivi. 17 janvier, normalement, le verdict. Le 17 janvier, donc jeudi prochain. Donc, c'est ça, je vois que vous réagissez tout de suite, Merzia El Abidi. J'aimerais bien tout d'abord réagir est-ce que vous sur l'Assemblée. Non, je ne veux plus parler de l'Assemblée. Non, Merzia El Abidi, c'est fini. L'Assemblée constituante, on en dira un mot. Si, pardonnez-moi, c'est fini. Vous savez, on est sur un public français. On est sur un public français. S'il vous plaît, Merzia El Abidi. C'est très important. Tout d'abord, j'aimerais bien vous dire que c'est notre peuple qui a choisi l'Assemblée telle qu'elle est maintenant dans sa composition. Et c'est lui qui nous a confié les 3... Attendez, les 3 missions, cher monsieur. Législative, le contrôle du travail du gouvernement et la tâche constituante. Et puis, de la constituante. Et je vous rappelle, si vous nous suivez bien, que c'est toute la majorité des élus, y compris et surtout ceux de la position qui demandaient chaque fois l'interruption de nos travaux s'il y a un événement qui nécessite le contrôle et le questionnement du gouvernement. Donc il ne faut pas jeter la pierre à une coalition. Je n'ai jeté la pierre à aucune coalition, madame. Maintenant, que monsieur le président de la République ou monsieur le président du gouvernement... Moi, je vous ai donné l'exemple du président de la République, du président du gouvernement. Qu'ils le disent. C'est ça, c'est la liberté et la démocratie. Voilà. Mais ce sont eux qui vous...
Ce sont eux qui vous reprochent votre lenteur. Non, non, et nous leur rappelons que nous sommes les députés élus par le peuple tunisien et nous sommes conscients de notre tâche et de notre mission. Merci Labidi. Est-ce que vous pourriez réagir, s'il vous plaît, à Habib Kazagli? Parce qu'on suit beaucoup l'affaire. Merci Labidi, je vous le dis, parce que d'autant plus qu'on suit beaucoup l'affaire. Vous savez, chère madame, il n'y a pas eu de complaisance moi-même quand j'étais mais il est quand même dans une drôle d'affaire. Il est quand même dans une drôle d'affaire, Merci Labidi. Il est accusé aujourd'hui d'avoir giflé alors qu'il se bat pour que le niqab ne rentre pas. Il a des étudiantes qui l'accusent et ce n'est pas un gouvernement qui l'accuse. Je suis désolée, cher monsieur. L'instrumentalisation de la justice, madame. L'instrumentalisation de la justice, Merci Labidi. Et comment un homme comme vous dise qu'on agisse comme au temps de Ben Ali? C'est vraiment c'est une déception. L'instrumentalisation de la justice, merci à Labidi. Personne n'instrumentalise. Mon camarade syndicaliste connaît bien que le temps de Ben Ali, il y avait toujours de l'instrumentalisation de la justice. Il n'y a pas d'instrumentalisation de la justice. Attendez, on ne s'entend plus. Habib Kazagli, s'il vous plaît, merci à Labidi. Je me battrai avec vous, monsieur. Je me battrai avec vous pour que le procès soit juste. Merci à Labidi. Mais il n'y a pas d'instrumentalisation. En tout cas, votre président m'a reçu, monsieur Ben Jaafar m'a reçu le 25 janvier. Il m'a dit ce que j'ai pas. Président de l'Assemblée constituante, Moustapha Ben Jaafar. Elle vous a présenté en tant que membre du parti islamiste. J'ai agi comme ça, donc en tant que par rapport à Mahzi El Abidi, la vice-présidente de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, sa position. Le président a été clair, m'a reçu monsieur. L'affaire s'est passée dans votre université et vous. Laissez-nous la régler alors. Laissez-nous la régler. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que nous avons dit. Moi, monsieur Lahaj Meloui, mais de mon permis. On vous entend plus. Les téléspectateurs vous entendent plus, donc on ne comprend plus. Oui, ils vous entendent, Merzi Labidi, mais si vous parlez les uns sur les autres, on vous entend pas. Parler de toutes les manières. Ah non, c'est ce que j'ai dit dès le début, cher monsieur. C'est ce que j'ai dit dès le début. Donc vous soutenez, la question. Merzi Labidi, je vous pose une question très claire. Mais oui, mais vous parlez beaucoup, et je voudrais aussi donner. Pas du tout. Et je voudrais aussi donner la parole à. Vous n'arrêtez pas de me couper. Non, madame, mais il faut qu'on avance dans le débat. Pour lui dire que dès le début, j'attends votre soutien, madame. Est-ce que vous le soutenez? Oui ou non, merci à la Moi, je soutiens la justice et le droit. Et moi, j'ai dit, j'interviens pas. Quand on m'a interpellé, j'ai dit, j'interviens pas dans les affaires d'une université à l'intérieur. C'est à l'équipe. Lorsqu'on avait demandé à Charles de Gaulle de mettre Jean-Paul Sartre en prison, il a dit qu'on ne met pas Voltaire. Monsieur Kazdarli, et vous ne trouverez jamais à côté de ceux qui demandent qu'un professeur d'université soit mis en prison. Vous ne le soutenez pas, on a compris, merci à Labidi. Non, non, pas du tout, j'ai pas dit ça. J'ai dit, je soutiens son droit à défendre. Il ne faut pas que le niqab rentre dans les universités. Ah non, non, vous soutenez son combat? Il ne faut pas que le niqab rentre dans les universités, en tout cas pour les soutenances de thèse. Vous posez la question d'une façon très détournée. Oui ou non. Je soutiens M. Kazdarli à avoir le droit de se défendre devant le tribunal. Et en Tunisie, il n'y a plus de justice, disons, qui s'applique. Il n'y a plus d'indépendance de la justice, c'est ce que vous voulez dire? Pas du tout. Il n'y a plus de justice qui s'applique comme ça avec force. La justice est à tout le monde. À tout le monde. Pas du tout, cher monsieur. J'ai confiance au tribunal, j'ai confiance aux magistrats, mais j'ai dit qu'il y a eu une affaire qui a été instruite par, vous savez qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, comment on appelle ça, le parquet n'est pas indépendant par rapport à... Alors, Khalil Essaouia, je peux donner la parole, Myriam Labidi, je peux donner la parole à Khalil Essaouia. Vous êtes membre du gouvernement. Sur l'indépendance de la justice, il y a plusieurs procès aujourd'hui en cours. On parle du procès de Habib Kazagli. On va parler de Olfa Riahi aussi, qui est aujourd'hui interdite de voyager pour avoir dénoncé une affaire présumée de corruption. On parle de Sami Ferri, qui normalement aurait dû être libéré, qui n'est toujours pas libéré et qui est toujours en prison. Et des affaires comme ça, elles sont multiples. Est-ce qu'aujourd'hui, les libertés sont menacées en Tunisie? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais vous ne pensez pas, vous en êtes certain? Non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Non, les libertés ne sont pas menacées en Tunisie. Elles ne sont pas menacées. Nous sommes en phase de construction. Et dans toutes les phases de construction, il y a toujours des accros. Il y a toujours des accros. Il ne faut pas faire des constructions, parce que ce genre de situation et des attaques de groupes extrémistes religieux, on les a eues même du temps du gouvernement de Silbeji. Et on peut dire qu'aujourd'hui, même du temps du gouvernement de M. Kaït Sepsi, il y a eu l'affaire du cinéma, il y a eu une attaque contre un cinéma, et il n'y a rien eu. Le gouvernement de l'époque n'a pas pu. On n'a pas dit que le gouvernement était complaisant. Aujourd'hui, on dit que le gouvernement est complaisant. Mais à l'époque, nous, on n'était pas au gouvernement et on n'a pas dit que le gouvernement était complaisant avec les salafistes. On a dit qu'il y a des difficultés
pour gérer ce genre de dossier dans un pays qui sort d'une révolution et dans une période de construction. Mais Khalil Essaouia, par exemple, le cas d'Olfa Riahi, ce n'est pas une affaire de salafiste. C'est une femme qui est aujourd'hui qui est blogueuse, qui est interdite de voyager, qui a sorti une affaire. Alors est-elle vraie ou est-elle fausse, peu importe, mais elle est journaliste. Et aujourd'hui, elle est interdite de voyager. Là, on ne parle pas des salafistes, là, on parle du gouvernement tunisien, on parle du ministère de la Justice. Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui avec l'indépendance de la justice en Tunisie, 2 ans après la chute de Ben Ali? Et là, je le dis solennellement, je l'ai dit d'ailleurs sur d'autres plateaux, l'interdiction de voyager pour Mme Rih est inacceptable. Elle est inacceptable. Il ne faut pas que dans des accusations qui concernent un code de la presse, il y ait une entrave à la liberté corporelle. Et les journalistes, leur statut n'a pas tellement évolué non plus depuis la chute de Ben Ali. Ils sont toujours obligés de donner leurs sources aussi. Non, pas obligatoirement. Ce n'est pas obligatoire. Pas du tout, pas du tout. Donc, les journalistes, le problème de l'information en Tunisie est un problème complexe, très complexe. Nous avons, il faut reconnaître qu'on a hérité d'un système très particulier, qui était un système d'information dirigiste, orchestré. C'était un appareil de propagande classique et que cet appareil-là existe jusqu'à aujourd'hui et qu'il faut réformer. Donc, il faut d'abord savoir d'où est-ce qu'on part. En plus, on a un afflux de jeunes et de ceux qui arrivent et qui n'ont pas suffisamment de pédagogie et de déontologie. Et donc, la mise en place de l'instance indépendante qui réglemente l'information est capitale pour commencer à faire un travail pédagogique et de formation et de réforme de ces... Nous avons toujours les mêmes organes de presse et d'information, c'est les mêmes noms qu'il y avait avant Ben Ali. Vous pensez que ces réflexes et ces méthodes qu'ils avaient sont les mêmes? Aujourd'hui, avant, ils applaudissaient, beaucoup d'entre eux. Avant, applaudissaient Ben Ali. Maintenant, certains sont contre le gouvernement de la même manière qu'à l'époque Ben Ali, ou d'autres avec le gouvernement, mais aussi de la même manière. Et c'est inacceptable. Rafa Ben Achour, est-ce que les libertés publiques sont aujourd'hui menacées en Tunisie? Alors, par définition, d'abord, la liberté est toujours menacée, quel que soit le régime. Enfin, pardonnez-moi, mais elle est plus menacée dans certains endroits du monde que dans d'autres quand même. La liberté, et vous le savez très bien en France, est un combat permanent qui ne s'arrête jamais. Et parce que chaque fois que l'on réalise une étape dans le sens de la liberté, il faut aller à l'étape qui suit. La liberté, c'est comme l'infini, on ne l'atteint jamais. Hein, et on tend toujours vers la liberté, sans jamais l'atteindre. Il reste que, après l'immense espoir qui a été suscité à la suite des soulèvements de décembre 2010 et de janvier 2011, bien évidemment, peut-être qu'aujourd'hui, lorsqu'on met en balance ce qui a été réalisé et ce qui reste à réaliser, il y a beaucoup de choses qui restent à réaliser. Et puis, en effet, il y a un certain nombre de libertés qui sont, semble-t-il, menacées, en tout cas, qui ont été l'objet et la cible d'attaques et on essaye par tous les moyens de les museler. Au premier titre de ces libertés, peut-être pas la liberté de la presse, mais par exemple la liberté de conscience, la liberté d'expression dans certains cas, et c'est dans ce cadre que s'inscrivent les affaires que vous avez évoquées relativement aux journalistes. L'affaire relative au doyen Qasdarli est d'une autre nature, parce que là, c'est un autre combat que nous vivons à l'université, malheureusement, entre des courants extrémistes et d'autres courants, et nous le savons, tout ce qui est extrémiste est insignifiant. Hein. Tous les extrêmes sont insignifiants. Je pense que nous sommes tous d'accord parce que la Tunisie est un pays de modération, est un pays qui a toujours accepté la multitude, est un pays qui a toujours accepté la diversité et sans que la liberté de l'un nuise à la liberté de l'autre. C'est le principe fondamental de toute liberté. Donc, pour répondre clairement à votre question, il y a des acquis très importants qui ont été faits en matière de liberté. Le fait même qu'on se retrouve tous autour de ce plateau, avec nos différences, mais avec nos amitiés,
profonde. Ouais. Et il faut dire, Rafa Ben Achour, et le dialogue qui nous caractérise. Ce qui est incroyable mais à par Tunis, ailleurs, il y a des libertés qui sont en effet menacées. Et là, je pense qu'il incombe au gouvernement de prendre les choses très au sérieux. Habib Kazagui, vous voulez réagir? Pas réagir, continuer donc, pour dire que bien sûr que, objectivement, il y a eu des acquis. Et s'il y a acquis depuis 2 ans, c'est justement les libertés. Liberté de la presse. Les libertés publiques. Et les libertés. incroyable, parce qu'Habib Kazagui, ce que je veux dire, c'est qu'à temps... Tunis, le débat, ça fait 3 jours qu'on est là, le débat, il est bouillonnant. On est allé à des endroits où il y a des députés qui discutent avec des journalistes, tout le monde donne des opinions divergentes. Il y a un bouillonnement, là, en ce moment, intellectuel, politique, qui est incroyable. Mais maintenant, le problème, c'est comment canaliser. Comment canaliser, comment orienter, comment créer des institutions d'équilibre. Par exemple, une des institutions qu'on attend, tout d'abord, il y a eu, ce gouvernement a refusé pendant longtemps les 2 décrets 115, 116. Pendant longtemps, il n'a pas voulu entendre parler. Aujourd'hui, le président de la République avait annoncé que le 10 décembre, on va annoncer l'IRIC, ce qui était l'IRIC, je ne sais plus maintenant. Pardonnez-moi, c'est quoi AICA? C'est l'autorité de l'audiovisuel. CSA. D'accord, c'est l'équivalent de CSA, oui, qu'on soit bien d'accord. Ça a été annoncé par le président de la République à peu près 1 mois avant le 10 décembre. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas qui sont ces personnes-là qui vont faire régulariser. Et la grève des journalistes le 17 octobre, donc ça montre qu'il y a des inquiétudes. Et pour mon cas, pour ce qui parle de l'université, il y a réellement, et je parle devant d'éminents constitutionnalistes, les libertés académiques font partie des libertés publiques. Et les libertés académiques, il y a des atteintes. Lorsque dans une université, votre bureau est occupé pendant 1 mois, 1 mois, c'est 1 mois, donc du 6 décembre jusqu'au 5 janvier, et vous vous retrouvez par la suite, vous, devant le tribunal. Lorsque le drapeau national a été arraché dans votre université, et c'est vous, celui qui l'a fait n'a jamais été... il y a eu 6 mois, il s'est présenté, vous imaginez, il s'est présenté. Lorsque Abou Ayyad fait une conférence de presse devant la faculté, il m'accuse de tous les torts, donc il court toujours, et c'est lui, c'est le même processus qui a commencé à la Manouba, qui s'est prolongé devant cette éminente institution. Donc je suis d'accord qu'il faut réformer, mais il faut commencer par réformer et non pas tolérer à ce que des gens, pendant 2 mois, qui ont fait le siège devant, ils ont intimidé tous ceux qui travaillent dans l'institution. Bien sûr qu'il y a, on sort d'une dictature, il y a des problèmes, mais bien sûr qu'il faut commencer tout d'abord à réformer. Lorsque ça se prolonge contre Nadia Jlassi, vous savez, il y a une collègue de Kérouan qui est en déprime depuis 1 année, elle a quitté l'enseignement. Pourquoi? Elle n'ose plus pouvoir aller à Kérouan parce qu'elle a tout simplement montré des tableaux de Michel-Ange. Vous imaginez un professeur d'histoire de l'art qui n'ose plus montrer des tableaux, qu'est-ce qu'il va faire? De quoi il va travailler? Notre patrimoine culturel, un enseignant qui fait des cours pratiques, parce que je suis historien avant d'être doyen, nous faisons des cours pratiques, c'est-à-dire nous allons, donc il a été malmené devant ses étudiants à la mosquée Zitouna par quelqu'un, excusez-moi le mot, un charlatan. Un charlatan maintenant du travail, un archéologue qui ne travaille pas notre plus beau monument national, c'est la Zitouna, s'il ne travaille pas, ne montre pas cet art-là islamique. Donc il est malmené, notre collègue a été malmené. Les libertés académiques connaissent des moments difficiles. Bien sûr que je ne veux pas dresser un tableau noir, mais nous devons sonner, faire une sonnette d'alarme que devant ces dangers. Dans une société démocratique, nous devons alerter l'opinion. Et c'est pour cela qu'il y a plein d'associations aujourd'hui au niveau académique qui se construisent pour défendre les libertés académiques. C'est ça la force peut-être de la Tunisie, c'est cette société civile finalement qui veille aussi à ces libertés. Khalid Essaouia, est-ce que vous ne regrettez pas de vous être allié aux islamistes d'Ennahda? Ce n'est pas une alliance. C'est une alliance quand même, puisque vous êtes dans une troïka. C'est une cogestion. Parce que alliance, ça vous gêne quand même. Vous pensez que le général de Gaulle s'est allié aux communistes après la Deuxième Guerre mondiale? Oui. Ce n'est pas une alliance. Je suis historien, je peux vous dire que c'est une convention de gestion d'une période transitoire. Oui. Et on sent quand même, on sent quand même que vous prenez un peu de recul quand même. Non, mais ça vous gêne on quand a même. appelé à faire avec tout le monde. Non. C'est ça la différence. On doit se mettre d'accord qui doit être le président du gouvernement, si c'est pas avec tout le monde. On a appelé à faire un gouvernement
d'intérêt national où tous les partis, après cette où le parti de M. Qasdarli a été invité à y participer. Après cette partagé les 3 postes principaux. Non, pas du tout, mais a refusé. Oui. Mais bien sûr, si on va se répartir les tâches et les postes, les miettes. C'est aussi, non pas les miettes, on a proposé des postes intéressants à tous les partis politiques. Et ils ont refusé. Ils ont dit non. Vous êtes octroyé les 3 principaux postes présidents. S'il vous plaît, c'est l'Habib, je ne vous ai pas interrompu. Donc, désolé. Donc, on a appelé à un gouvernement d'union nationale où tout le monde y est pour gérer cette période de transition, pour rassurer les gens, pour que l'ANC puisse travailler tranquillement la Constitution. L'Assemblée nationale constituante. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les députés, et c'est leur droit, on ne peut pas leur nier ce droit-là. Chaque fois qu'il y a un événement ou un incident, ils demandent tout le temps des débats avec le gouvernement. Et c'est leur droit, puisque c'est ce qui a été voté. Donc on ne peut pas le négliger. Et ça fait des interruptions et des débats avec le gouvernement qui sont prévus pour une séance se prolongent 2 ou 3 séances. Et ça participe au retard. Ça participe au retard. Alors que si tout le monde était au gouvernement, il y aurait moins de tensions, il y aurait moins d'appréhension et l'Assemblée aurait pu travailler dans de meilleures conditions, plus sereines. La faute aux autres. Ouais. Merzia Labidi. Je n'ai pas dit la faute aux autres, hein. Attention. Merzia Labidi, est-ce que vous comprenez quand même les inquiétudes de la société civile? Il y a une vidéo qui a circulé au mois d'octobre de Rached Ranouchi qui s'adressait apparemment à des salafistes et qui a dit qu'il fallait dégager tous les éléments laïques de l'appareil d'État. Il y a eu tout plein de discussions et c'est-à-dire ça a viré en manifestation. À un moment, les islamistes voulaient inscrire dans la Constitution le fait que la femme soit le complémentaire de l'homme. Est-ce que vous comprenez quand même les inquiétudes de la société civile? Tout d'abord, je comprends qu'il y a dans ma société maintenant, dans la société tunisienne, une euphorie de liberté, dirais-je. Que chacun veut utiliser cette liberté acquise pour son propre intérêt, tout en oubliant l'intérêt de l'autre ou parfois en allant contre l'intérêt de l'autre ou l'intérêt de groupe. D'où, je crois, cher monsieur, que, par exemple, j'ai suivi le conflit qu'il y a eu à l'université, mais ce qu'il y a eu à l'université, je pense, c'est aussi un conflit qui a été mal géré entre ceux qui sont responsables de l'université et leurs étudiants, comme j'aurais aimé voir un exemple de dialogue, de débat entre ceux qui forment les esprits, ceux qui forment nos jeunes et nos jeunes, combien même si parmi nos jeunes, il y en a qui ont des positions extrêmes. Parce que c'est aussi une période qui est offerte à tout pour reconstruire ensemble. Reconstruire, c'est savoir dialoguer et écouter avant de condamner et de se couper de cette jeunesse. Les inquiétudes par rapport aux islamistes, les inquiétudes de la société civile, assez rapidement, puisque après on devra rendre l'antenne et je voudrais faire un dernier tour de table. Nulle part, chère madame, il n'y a pas d'inquiétude. Non, attendez. Par rapport à la situation des femmes, dans la Constitution, il n'y a eu nulle part où on allait inscrire la femme et le complémentaire de l'homme. Non, mais il y a eu débat là-dessus. Pas du tout. Il y a eu une volonté quand même de le faire. Pas du tout. C'est grâce à la société civile. Pas du 13 tout. août, Il y a eu un projet. 15 000 personnes dans les rues. Allah Ibarak Fik. Merzia Labidi. Il y a eu ce qu'on appelle l'article 28, dans lequel, en fait, il y a eu 3 grandes idées. La première idée, c'est que l'État se porte garant des droits de la femme tunisienne et de ses acquis. La deuxième grande idée, qui est très importante, c'est que l'État doit garantir l'égalité des chances entre hommes et femmes dans toutes les positions, que ce soit dans la vie politique, sociale ou économique. Et il y a eu une idée, justement, et cette phrase-là, moi-même, j'étais contre, à savoir, on parlait des droits des femmes, et du coup, il y a une phrase qui se rapporte plus à la famille, puisqu'elle dit que les rôles des femmes et des hommes et des femmes doivent être complémentaires. On a parlé des rôles, une proposition qui parlait des rôles complémentaires et non pas la femme qui complète l'homme. Ça, je ne l'aurais même pas accepté et aucune femme dans notre assemblée n'aurait accepté. C'était dans le pré-brouillon. Maintenant, regardez notre projet de la Constitution sur la base duquel le débat va être fait. Cet article-là a été enlevé. Éliminé. Et c'est dans le processus normal des choses. Parce que le travail entre l'instance qui rédige la Constitution et harmonise ces textes et le travail des commissions, ce sont 2 étapes différentes. Donc il y a eu, on arrive au terme de ce débat. On vous a bien entendu. Pas du tout aucune volonté de porter une quelconque atteinte à la au femme. droit
des femmes dans notre constitution. Et nous sommes des femmes tunisiennes et nous veillons toutes les femmes de l'Assemblée et ailleurs sur nos droits. Bon, vous nous rassurez. Un dernier tour de table avant de clore ce débat. Il y a encore des manifestations tous les jours en Tunisie pour plus d'emplois, on le disait aussi. Des gens aussi, la société civile aussi qui manifeste pour maintenir ses droits. Très rapidement, un tour de table. Je commence par vous, Rafa Ben Achour. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui de contre-révolution en Tunisie? Très rapidement. D'abord, je dois dire que la société civile est en effet une société civile vigilante. Et chaque fois qu'il y a eu des menaces sérieuses sur les libertés, c'est grâce à la réaction de la société civile qu'il y a eu des retours en arrière et des marches arrière. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a eu plusieurs questions sur lesquelles il y a eu des retours en arrière, et c'est tant mieux pour notre pays. Maintenant... risque de contre-révolution? Je ne sais pas ce que c'est que la contre-révolution. Qu'il y ait une deuxième révolution? Ah, une deuxième révolution, j'espère qu'il n'y en aura pas pour la stabilité de mon pays. Un pays qu'on aime trop et on ne lui souhaite pas de l'instabilité de nouveau. Mais je pense qu'il faudrait qu'on prenne la ligne de la révolution et surtout qu'on évite toutes les mesures qui sont de nature à attiser l'opposition entre les gens et parfois la haine entre les gens. Khalil Essaouia, en 2 mots. En plus, je sais que vous êtes pressé. Est-ce qu'il y a un risque de contre-révolution aujourd'hui? Je ne pense pas. Je pense que le Tunisien, comme l'a dit Rafa, on est un peuple qui reste somme toute modéré et qui est enclin au consensus. Aujourd'hui, laissez-moi terminer quand même. Aujourd'hui, on vient de signer ce matin un accord que je pense historique, qui est un contrat social entre les partenaires sociaux, le gouvernement, l'UGTT et le patronat, et qui va lancer un processus de débat social qui concerne l'emploi, l'assurance chômage, les caisses de sécurité sociale et tout ce qui est mode de développement. Et tout ça, ça rassure les Tunisiens quant à la possibilité de ce pays de créer le consensus et de faire le consensus. Abi Kazagui. J'ai assisté il y a un mois une association d'études politiques dirigée par le collègue Hatem Mrad et autour du thème contre-révolution. Et c'est-à-dire, je parle là sans état d'âme. S'il y a risque aujourd'hui de contre-révolution, c'est-à-dire remettre le pays à marcher en arrière, c'est-à-dire par rapport à ses projets, par rapport à le projet de société tunisien, c'est par une partie qui se trouve au pouvoir. La contre-révolution, s'il y en aura une en Tunisie, c'est par le groupe qui se trouve au pouvoir. C'est ça le sens scientifique, comme je l'entends, de contre-révolution, c'est-à-dire d'aller en arrière. Et ces inquiétudes viennent de ce groupe-là. Merci Labidi. Un mot pour vous. Est-ce que vous allez vous présenter à la présidence de la République? Non, je voudrais tout d'abord rassurer Sahbib. Oui. Je voudrais le rassurer. Ce parti à référence islamique auquel j'appartiens est avant tout pour la révolution. Et avant tout, quand on choisit de travailler, de vrai avec l'autre, même s'il est différent pour le bien de la Tunisie, on veut œuvrer, j'ai dit de vrai avec l'autre. Avec tout le monde alors. Voilà, et avec tous les Tunisiens. Avec l'idée Tunis, pourquoi pas? Nous sommes démocrates, mais nous ne sommes pas obligés à faire des alliances à lesquelles que notre peuple n'aime pas. Mais j'aimerais bien dire, moi je fais confiance au peuple tunisien, à ce sens de modération et ce sens aussi de raison. Et chaque fois qu'il y a conflit, chaque fois qu'il y a ce qui peut compromettre cette révolution, notre peuple a su nous dire à tous, politiques et autres, de revenir vers la ligne de la révolution, la ligne de la garantie de liberté de tous les Tunisiens. Je leur fais confiance. Vous allez vous présenter à la présidence de la République, oui ou non? C'est une question qui n'est pas à poser maintenant parce qu'il y a plus urgent. Je vais finir avec mes collègues la Constitution. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat en direct de Tunis. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain soir 19h10, toujours en direct de Tunis, avec cette question: que sont devenues les femmes tunisiennes? À demain, très belle soirée.